Souvent, on rencontre de ces gens chez qui détruire la vie est une volupté. Oui, oui, ce doit être une volupté. La plus grande de toutes peut-être. Car tuer n'est-il pas ce qui ressemble le plus à créer? Faire et détruire. Ces deux mots enferment l'histoire des univers. Toute l'histoire des mondes. Tout ce qui est. Tout. Pourquoi est-ce enivrant de tuer ? Coups et blessures ayant occasionné la mort, tel est le chef d'accusation qui fait comparaître en cour d'assises le sieur Léopold Renard, tapissier, autour de lui sa femme, la dame Flamèche, veuve de la victime. Renard, je vous écoute. Mon Dieu, les faits se commentent d'eux-mêmes, monsieur le juge. Je suis un honnête homme, homme de travail, tapissier dans la même rue depuis 16 ans, connu, aimé, respecté, considéré de tous. Comme en ont attesté les voisins, et même la concierge. Je suis pas folâtre tous les jours. J'aime le travail, j'aime l'épargne, j'aime les honnêtes gens et les plaisirs honnêtes. Voilà ce qui m'a perdu, tant pis pour moi. Ma volonté n'y étant pas, je continue à me respecter. Donc, tous les dimanches, mon épouse que voilà, et moi, depuis 5 ans, nous allons passer la journée à Poissy. Ça nous fait prendre l'air. Sans compter que nous aimons la pêche à la ligne. Oh, mais là, nous l'aimons comme des petits oignons. C'est Mélie qui m'a donné cette passion-là, la rosse, et qu'elle y est plus emportée que moi, la teigne, vu que tout le mal vient d'elle dans cette affaire-là, comme vous l'allez voir par la suite. Parce que moi, je suis fort et doux, pas méchant pour dessous. Mais elle, oh là, ça a l'air de rien, c'est petit, c'est maigre, mais c'est plus malfaisant qu'une fouine. Hein. Je ne nie pas qu'elle ait des qualités, elle en a. Et d'importante pour un commerçant. Mais son caractère, parlez-en aux alentours, hein. Même à la concierge qui m'a déchargé tout à l'heure. Elle vous en tirera des nouvelles. Tous les jours, elle me reprochait ma douceur. Et c'est moi qui me laisserai pas faire ci, et c'est moi qui me laisserai pas faire ça. En l'écoutant, j'aurais au moins 3 duels au pugilat par mois. Rira bien qui rira le dernier. Eh ben, je peux te charger puisque t'es pas en cause, toi. Bon. Alors, je continue. Donc, nous allions à Poissy, tous les samedis soirs, pour y pêcher dès l'aurore du lendemain. C'est une habitude pour nous qui est devenue une seconde nature, comme on dit. J'avais découvert, voilà 3 ans cet été, une place, mais une place. Oh là là. À l'ombre, 8 pieds d'eau, au moins, peut-être 10. Un trou, quoi. Avec des retrous, sous la berge. Une vraie niche à poissons, un paradis pour le pêcheur. Ce trou-là, je pouvais le considérer comme à moi, vu que j'en étais le Christophe Colomb. Tout le monde le savait dans le pays, tout le monde, sans opposition. On disait, ça, c'est la place à Renard. Et personne n'y serait venu. Hein. Pas même Monsieur Plumeau, qui est connu, bon, soi-disant l'offenser, hein, pour chipper les places des autres. Hein. Donc, sûr de mon endroit, j'y revenais comme un propriétaire. À peine arrivé, le samedi, nous montons dans Dalila, mon épouse et moi. Et oui, Dalila, c'est ma norvégienne. C'est un bateau que j'ai fait construire chez Fournaise. Quelque chose de léger et de sûr. Donc, je dis que nous montons dans Dalila et nous allons amorcer. Bon, pour amorcer, il n'y a que moi. Bon, ça, ils le savent bien, les camaros. Hein. Vous me demanderez avec quoi j'amorce ? Oh, non, ça, je peux pas vous répondre. C'est mon secret. Oh, ils sont plus de 200 qui me l'ont demandé. Ça, on m'a tapé sur le ventre pour la connaître, Marcette. Mais il y a que ma femme qui la sait. Et elle le dira pas plus que moi. Hein. Pas vrai, Mélie ? Arrivez au fait le plus vite possible. Mais j'y viens. Donc, le samedi 8 juillet, parti par le train de 5h25, nous allons, dès avant dîner, amorcer comme tous les samedis. Le temps s'annonce bien. Je dis à Mélie, chouette pour demain. Ça promet. Nous revenons dîner, j'étais content, j'avais soif. Voilà, c'est cause de tout. Je dis à Mélie, tiens Mélie, il fait beau, si je buvais une bouteille de casque à mèche. C'est un petit vin blanc que nous avons baptisé comme ça parce que, bon, si on en boit trop, il vous empêche de dormir. Et il remplace le casque à mèche, vous comprenez ? Donc, elle me répond... Tu peux bien faire à ton idée, je lui ai dit, mais tu seras encore malade. Et tu pourras pas te lever demain. Laissez parler votre mari, Madame Renard.
C'est lui que j'interroge. Oui, mais ça c'était vrai. C'était sage. C'était prudent. C'était perspicace, je le confesse. Néanmoins, j'ai pas su me contenir et je l'ai bu, ma bouteille de casque-à-mèche. Tout vient de là. Hein. Donc j'ai pas pu dormir. Christy, je l'ai eu jusqu'à 2h du matin, ce casque-à-mèche en jus de raisin. Là. Bref, ma femme me réveille à 6h, je saute du lit, je passe vite et vite ma culotte et ma vareuse, un coup d'eau sur le museau, et nous montons dans Dalila. Trop tard. Quand j'arrive à mon trou, il était pris. Jamais ça m'était arrivé, Monsieur le Président, jamais, depuis 3 ans. Bon, ça m'a fait un effet, alors comme si on m'avait dévalisé devant mes yeux. Hein. Je dis non d'un non, d'un non, d'un non. Et puis voilà ma femme qui commence à me harceler. Ton casque à mèche, va donc sous l'eau. Es-tu content, grande bête? Grande bête est pas une expression à moi. Oui, mais enfin c'était vrai tout ça. Bon, je débarque tout de même près de l'endroit pour tâcher de profiter des restes. Et peut-être qu'il prendrait rien, cet homme, et qu'il s'en irait. C'était un petit, maigre, en coutil blanc, avec un grand chapeau de paille. Il y avait aussi sa femme, une grosse, qui faisait de la tapisserie derrière lui. Alors quand elle nous a vus nous installer près du lieu, là qu'elle murmure y a-t-il pas une autre place sur la rivière? Oui, n'y avait-il pas une autre place sur la rivière? Nous étions là les premiers. Les gens qui ont du savoir-vivre s'informent sur les habitudes d'un pays avant d'occuper les endroits réservés. L'occupant n'acquiert pas la propriété des biens publics dans le territoire occupé, à condition qu'il respecte certaines restrictions concernant leur utilisation et leur exploitation. Il peut néanmoins faire usage des biens publics, y compris des ressources naturelles, mais il doit sauvegarder le fond de ses propriétés conformément aux règles de l'usufruit. C'est à lire dans le règlement de la haie, article 55. Et la suite? Quand l'occupation prend-elle fin? Normalement, une occupation prend fin lorsque la puissance occupante se retire du territoire occupé ou en est chassée. Vous n'étiez même pas chassés, nous étions là les premiers. Bon, la Convention de la Haye, madame, détermine les règles pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé au niveau international. Pas pour une lutte, pour un trou de pêche avec une issue fatale. Bon, en outre, j'ordonne à tout le monde de se taire. C'est moi qui donne la parole, sinon je fais évacuer la salle. En tout respect, monsieur le juge, je cite. Les membres du tribunal ont le droit de poser des questions aux agents et aux conseils des parties et de leur demander des éclaircissements sur les points douteux. Code Napoléon III. N'hésitez pas, monsieur le juge. J'ai des points de vue très clairs. Tais-toi, Mélie, laisse faire, laisse faire. Il faut que je tue quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai parlé? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Bon, monsieur Renard, je vous écoute. Donc, nous mettons le Dalila sous les saules, nous descendons, et nous pêchons, coude à coude, ma femme et moi, juste à côté des deux autres. Bon, ici, il faut que j'entre dans le détail. Pas 5 minutes que nous sommes là, quand la ligne du voisin se met à plonger 2 fois, 3 fois, et puis voilà qu'il en amène un de chevaine, mais alors, gros comme ma cuisse. Enfin, un peu moins peut-être, mais presque. Moi, le cœur me bat, j'ai une sueur aux tempes. Un pochard, l'as-tu vu celui-là, m'a dit Mélie. Il y a dans ce monde des gens pas délicats qui ne savent pas les usages. Ai-je répondu. Le petit Coutil d'à côté avait l'air de pas entendre, sa femme non plus, sa grosse femme, un veau. Quoi. Oh, non, prenez garde, hein. Vous insultez Madame Veuve Flamèche ici présente. Oh, pardon. Pardon, monsieur le juge, c'est la passion qui m'emporte. Donc, il s'était pas écoulé un quart d'heure que le petit Coutil en prend encore un de chevaine, et puis un autre presque par-dessus le marché, et encore un 5 minutes plus tard. Enfin bon, moi j'en avais les larmes aux yeux. Et puis je sentais Madame Renard en ébullition. Oh, misère, il va pas prendre une grenouille, rien de rien. Tiens, j'en ai du feu dans la main, rien que d'y penser. Madame. Monsieur. Mélie. Léo. Attendons midi, je lui ai dit. Il ira déjeuner, ce braconnier-là. Je la reprendrai, ma place. Vu que moi, monsieur le président, je déjeune sur les lieux, tous les dimanches. Nous apportons les provisions dans Dalila. Ah wesh! Midi sonne, il avait un poulet dans un journal, le malfaiteur. Et pendant qu'il mange, il en prend encore un de chevaine. Oh. Mais Mélie et moi, nous cassons une croûte aussi, comme ça, sur le pouce, presque rien, le cœur y était pas. Le petit s'était remis à pêcher, il en prend que j'en tremble, moi.
Et qu'est-ce que vous avez dit, Madame Flamèche, à ce moment-là? J'ai fait remarquer que le terrain était occupé par nous et qu'on comptait y retourner. La place est rudement bonne, on y reviendra toujours, qu'elle a dit. Moi, je me sens un froid dans le dos. Comme du sang de poulet dans les veines. Bon, moi, je voulais m'en aller. Bon, tiens, j'aime mieux m'en aller. Je ferai quelques bêtises, j'ai répondu. Mais va donc, Bazen, t'es pas un homme. Ah, là, je me suis senti touché. Bon, cependant, j'ai pas bronché. Mais l'autre, il lève une brème. Oh, jamais j'en ai vu telle, jamais. C'est ça qu'on peut appeler du poisson volé, vu que nous avons amorcé la place nous-mêmes. Faudrait au moins rendre l'argent dépensé pour l'amorce, monsieur le juge. J'en ai aux voleurs de poissons qui profitent de l'argent dépensé par les autres. Je demande dommages et intérêts. C'est nous que vous appelez les voleurs de poissons? Elle nous appelle voleurs de poissons, moi et mon Flamèche. Vous souillez sa mémoire, vous souillez ma dignité. Vous n'êtes qu'une menteuse, Vous n'êtes qu'une traînée. vous n'êtes qu'une roulure. Vous n'êtes qu'une rochie. Et voilà, elle s'explique, et puis qu'elles en viennent aux mots, et puis au point, vous assistez en réel, monsieur le juge. Même histoire, même procédé. Bon, on va faire évacuer et la témoin et la plaignante, hein. Un matelot, on sait pas plus, hein. J'en suis où? J'ai un trou. Bah oui, le trou. Le trou. Vous parliez du trou. Ça oui, parce que j'en ai un, mais plus concrètement... Votre trou de pêche. Ah oui, ça revient. Le fait est que le petit Couty et moi, nous ne bougions pas plus que 2 souches. Hein. Nous restions là, le nez sur l'eau, comme si nous ne l'avions pas entendu. Donc soudain, j'entends un bruit derrière moi, je me retourne. C'est l'autre, la grosse, qui tombait sur ma femme à coups d'ombrelle. Et pan, mais il en reçoit 2. Ouais, elle vous attrape la grosse par les cheveux, et vlan, et des gifles qui pleuvent là, comme des prunes. Bon, moi je les aurais laissés faire. Hein. Ouais, les femmes entre elles, les hommes entre eux. Hein. Faut pas mêler les coups. Mais le petit Couty, il se lève comme un diable et puis il veut sauter sur ma femme. Ah bah non, pas de ça, camarade. Moi je le reçois sur le bout de mon poing, cet oiseau-là. Et non, un dans le nez, un dans le ventre. Alors, il lève les bras, il lève la jambe, et puis il tombe sur le dos, en pleine rivière, juste dans le trou. Je l'aurais repêché pour sûr, monsieur le président, si j'avais eu le temps tout de suite. Mais pour comble, la grosse la prenait le dessus, et elle vous tripotait à Émilie de la belle façon. Je sais bien que j'aurais pas dû la secourir pendant que l'autre buvait son coup, mais je pensais pas qu'il se serait noyé. Je me disais, ça le rafraîchira. Bref, faut bien 5 minutes, peut-être 10, hein, pour séparer ces 2 crampons, là. Je me retourne, plus rien. L'eau calme comme un lac. Et les autres là-bas qui crient « Repêchez-le, repêchez-le !» C'est bon à dire ça, monsieur le président, mais je sais pas nager, moi. Et plonger encore moins, pour sûr. Enfin, le barragiste est venu, avec 2 messieurs, avec des gaffes. Ça avait bien duré un grand quart d'heure. Hein. Alors, on l'a retrouvé au fond du trou, sous 8 pieds d'eau, comme j'avais dit. Mais il y était, le petit Couty. Voilà les faits tels que je les jure. Je suis innocent sur l'honneur. Les témoins ayant déposé dans le même sens, le prévenu est acquitté. Songez qu'un être est là qui vit, qui marche, qui court. Un être. Qu'est-ce qu'un être? Cette chose animée qui porte en elle le principe du mouvement et une volonté réglant ce mouvement. Elle ne tient à rien, cette chose. Ses pieds ne communiquent pas au sol. C'est un grain de vie qui remue sur la terre, et ce grain de vie venu je ne sais d'où, on peut le détruire comme on veut. Alors rien, plus rien, ça pourrit, c'est fini. Vous m'avez dénoncé, monsieur Marambeau. Ce n'est pas bien. Après ce que vous m'aviez promis, vous manquez à votre parole d'honneur, monsieur. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je te jure devant Dieu, mon garçon, je ne t'ai pas dénoncé.
Nous sommes ici à cause des canards que tu as volés. Je n'ai absolument rien dit sur ta tentative d'assassinat sur moi. Vous dites, Oh Jesus, oh Jesus. vous avez dit qu'il a voulu vous tuer, monsieur Marambo. Mais oui, mais non, je n'ai rien dit et je ne dis rien. Passons le chiffon. Beaucoup de choses se disent dans cette salle. Ce n'est pas pour autant qu'elles soient vraies. Je jure devant Dieu que je n'ai rien dit et avant tout, il m'a très bien servi depuis ce moment-là. Monsieur Marambo, mais il ne s'agit plus de votre appréciation, il s'agit d'une infraction officielle. Nous nous étions préparés à traiter l'affaire des canards volés, selon l'article 248, et nous nous trouvons projetés de façon imprévue dans une infraction officielle, article 221 alinéa 1, meurtre, article 221 alinéa 3, assassinat. Tout ça, c'est dans le code pénal. La tentative de meurtre, d'ailleurs, est prévue à l'article 121 alinéa 4 du même code. Eh oui, ce n'est pas du tout la même paire de chaussettes. Il va falloir préparer le dossier. Bon, maître, retirez-vous. Séance ajournée. L'être. Qu'est-ce que l'être? Tout et rien. Par la pensée, il est le reflet de tout. Par la mémoire et la science, il est un abrégé du monde dont il porte l'histoire en lui. Miroir des choses et miroir des faits. Chaque être humain devient un petit univers dans l'univers. Mais voyagez. Regardez grouiller les peuples. Et l'homme n'est plus rien. Plus rien, rien. Montez en barque. Éloignez-vous du rivage couvert de foule et vous n'apercevez bientôt plus rien que la côte. L'être imperceptible disparaît tant il est petit, insignifiant. Tuer est un crime parce que nous avons numéroté les êtres. Quand ils naissent, on les inscrit, on les nomme, on les baptise, la loi les prend, voilà. L'être qui n'est point enregistré ne compte pas. Tuez-le dans la lande ou dans le désert, tuez-le dans la montagne ou dans la plaine, qu'importe. La nature aime la mort. Elle ne punit pas, elle. Ce qui est sacré, c'est l'état civil, voilà. C'est lui qui défend l'homme. L'être est sacré parce qu'il est inscrit à l'état civil. Respect à l'état civil, le Dieu légal, à genoux. L'État peut tuer, lui, parce qu'il a le droit de modifier l'état civil. Quand il a fait égorger 200 000 hommes dans une guerre, il les raye sur son état civil. Il les supprime par la main de ses greffiers. C'est fini. Mais nous, qui ne pouvons point changer les écritures des mairies, nous devons respecter la vie. État civil, glorieuse divinité qui règne dans les temples des municipalités, je te salue. Tu es plus fort que la nature. À 2h30 du matin, le gardien du cimetière de Béziers, qui habite un petit pavillon au bout du champ des morts, est réveillé par les jappements de son chien enfermé dans la cuisine. Il descend aussitôt et voit que l'animal flaire sous la porte en aboyant avec fureur, comme si quelques vagabonds étaient en train de rôder autour de la maison. Le gardien Vincent prend alors son fusil et sort avec précaution. Son chien est parti en courant dans la direction de l'allée du général Bonnet et s'est arrêté net auprès d'un monument. Le gardien se glisse entre les tombes et est témoin d'un acte horrible de profanation. Une femme a déterré le cadavre d'une jeune femme ensevelie la veille et la tire hors de la tombe. Une petite lanterne sourde posée sur un tas de terre éclaire cette scène hideuse. Le gardien Vincent s'élance sur cette misérable, la terrasse, lui lie les mains et la conduit au poste de police. Cette femme est une avocate de la ville, riche, bien vue, du nom de Courbataille. Prévenu, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Monsieur le Président, messieurs les jurés, j'ai très peu de choses à dire. La femme dont j'ai violé la tombe a été ma maîtresse. Je l'aimais. Je l'aimais non point d'un amour sensuel, non point d'une tendresse d'âme et de cœur, mais d'un amour absolu, complet, d'une passion éperdue.
Écoutez-moi. Quand je l'ai rencontrée pour la première fois, j'ai ressenti en la voyant une étrange sensation. Ce ne fut point de l'étonnement ni de l'admiration, ce ne fut point ce qu'on appelle le coup de foudre, mais un sentiment de bien-être délicieux, comme si on m'eût plongé dans un bain tiède. Ses gestes me séduisaient, sa voix me ravissait, toute sa personne me faisait un plaisir infini à regarder. Il me semblait aussi que je la connaissais depuis longtemps, que je l'avais vue déjà. Elle portait en elle quelque chose de moi, en son esprit quelque chose de mon esprit. Elle m'apparaissait comme une réponse à un appel jeté par mon âme, à cet appel vague et continu que nous poussons vers l'espérance durant tout le cours de notre vie. Quand je l'ai connue un peu plus, la seule pensée de la revoir m'agitait d'un trouble exquis et profond. Le contact de sa main dans ma main était pour moi un tel délice que je n'en avais point imaginé de semblable auparavant. Son sourire me versait dans les yeux une allégresse folle, me donnait envie de courir, de danser, de me rouler par terre. Elle est donc devenue ma maîtresse. Elle était plus que cela. Elle était ma vie même. Je n'attendais plus rien sur la terre. Je ne désirais rien, plus rien. Je n'enviais plus rien. Or, un soir, comme nous étions allés nous promener un peu plus loin le long de la rivière, la pluie nous a surpris. Elle a eu froid. Le lendemain, une fluxion de poitrine s'est déclarée. 8 jours plus tard, elle a expiré. Pendant des heures d'agonie, l'étonnement, l'effarement m'ont empêché de bien comprendre, de bien réfléchir. Quand elle est morte, le désespoir brutal m'a étourdi tellement que je n'avais plus de pensée. Puis, quand elle a été en terre, mon esprit est redevenu net tout d'un coup. Et j'ai passé par toute une suite de souffrances morales si épouvantables que l'amour même qu'elle m'avait donné était cher à ce prix-là. Alors est entrée en moi cette idée fixe, je ne la reverrai plus. Quand on réfléchit à cela pendant un jour tout entier, une démence vous emporte. Songez, un être est là, que vous adorez, un être unique, car dans toute l'étendue de la terre, il n'en existe pas un second qui lui ressemble. Cet être s'est donné à vous. Il crée avec vous cette union mystérieuse qu'on nomme l'amour. Son œil vous semble plus vaste que l'espace, plus charmant que le monde. Son œil clair, où sourit la tendresse. Cet être vous aime. Quand il vous parle, sa voix vous verse un flot de bonheur. Et tout d'un coup, il disparaît. Songez, il disparaît non pas seulement pour vous, mais pour toujours. Il est mort. Comprenez-vous ce mot ? Jamais, 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 nulle part, cet être n'existera plus. Jamais cet œil ne regardera plus rien. Jamais cette voix, jamais une voix pareille parmi toutes les voix humaines ne prononcera de la même façon un des mots que prononçait la sienne. On devient fou en y songeant. Elle a existé 20 ans, pas plus, et elle a disparu pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Et je pensais que son corps frais, chaud, si doux, si blanc, si beau, s'en allait en pourriture dans le fond d'une boîte sous la terre. Et son âme, sa pensée, son amour, où ? Je ne la reverrai plus, je ne la reverrai plus. J'ai voulu la regarder encore une fois. Je suis partie avec une bêche, une lanterne, un marteau. J'ai sauté par-dessus le mur du cimetière. J'ai retrouvé le trou de sa tombe. On ne l'avait pas encore tout à fait rebouché. J'ai mis le cercueil à nu et j'ai soulevé une planche. Une odeur abominable. Le souffle infâme des putréfactions m'est monté dans la figure. Oh, son lit parfumé d'iris. J'ai ouvert la bière cependant et j'ai plongé dedans ma lanterne allumée et je l'ai vue. Sa figure était bleue, bouffie, épouvantable. Un liquide noir avait coulé de sa bouche. Elle, c'était elle. Une horreur me saisit, mais je pris ses cheveux pour attirer à moi cette face monstrueuse. C'est alors qu'on m'a arrêtée.
Toute la nuit, j'ai gardé, comme on garde le parfum d'une femme après une étreinte d'amour, l'odeur immonde de cette pourriture, l'odeur de ma bien-aimée. Faites de moi ce que vous voudrez. Un étrange silence pèse sur la salle. On semble attendre quelque chose encore. Quelque chose à ajouter? Rien. Juré, retirez-vous pour délibérer. Pourquoi donc est-ce un crime de tuer? Oui, pourquoi? C'est au contraire la loi de la nature. Tout être a pour mission de tuer. Il tue pour vivre, il tue pour tuer. Tuer est dans notre tempérament, il faut tuer. Ce n'est point assez de tuer la bête, nous avons aussi besoin de tuer l'homme. Aujourd'hui, la nécessité de vivre en société a fait du meurtre un crime. On condamne et on punit l'assassin. Mais comme nous ne pouvons vivre sans nous livrer à cet instinct naturel et impérieux de mort, nous nous soulageons de temps en temps par des guerres où un peuple entier égorge un autre peuple. C'est alors une débauche de sang. Une débauche où s'affolent les armées et dont se grisent encore les bourgeois, les femmes et les enfants qui lisent le soir, sous la lampe, le récit exalté des massacres. Et on pourrait croire qu'on méprise ceux destinés à accomplir ces boucheries d'hommes. Non. On les accable d'honneur. Ils sont fiers, respectés, aimés des femmes, acclamés par la foule uniquement parce qu'ils ont pour mission de répandre le sang humain. Tuer la grande loi jetée par la nature au cœur de l'être. Il n'est rien de plus beau et de plus honorable que de tuer. Quand les jurés reviennent au bout de quelques minutes, l'accusé semble sans crainte et même sans pensée. Le président, avec les formules d'usage, lui annonce que ses juges la déclarent innocente. Elle ne fait pas un geste et le public applaudit. Nous voilà de retour à l'affaire Denis. Maître Bontran, je vous écoute. Je vais plaider la folie pour mon client, Monsieur Denis. Monsieur Denis est le serviteur de Monsieur Marambeau depuis 3 ans. On le cite dans toute la contrée comme le modèle des domestiques. Je vais prouver que le vol des 2 canards provient du même état mental que les 8 coups de couteau dans la personne de Monsieur Marambeau. Monsieur Marambeau, ici présent, n'est pas riche. Originaire de l'Angleterre, il a repris la pharmacie du village il y a 22 ans. Célibataire, il vit d'un petit revenu acquis avec peine en vendant des drogues aux paysans. C'est un homme d'un caractère résigné, plutôt triste que gai, incapable d'un effort prolongé, nonchalant dans ses affaires. Il aurait pu certainement gagner une aisance plus considérable en profitant du décès d'un confrère établi pour aller occuper sa place et prendre sa clientèle. Mais l'ennui de déménager et la pensée de toutes les démarches qu'il lui faudrait accomplir l'ont sans cesse retenu. Ainsi, il aurait pu récupérer la pharmacie du village à la place principale. Mais, a-t-il dit à Denis, son fidèle employé, après 2 jours de réflexion, ma décision a mûri, basta. Ce sera pour la prochaine fois. Oui, je ne perds rien à attendre. Je trouverai peut-être mieux. Dites-nous, Denis, ce que vous lui avez répondu tel que vous me l'avez raconté dans votre déposition. Encore une occasion que vous laissez passer. Je ne peux pas le comprendre. Mais vous survivrez toujours. Il vous restera toujours assez pour exister. Moi, qui ne vient de nulle part, qui ne possède rien, ne possédera jamais rien. Moi, si j'avais eu le premier capital, j'aurais fait fortune. Seulement 1000 francs et je tenais mon affaire. Le matin du 9 août, Monsieur Marambeau ouvre une lettre que vous lui avez remise. Que lui avez-vous dit, Denis? Monsieur est content? Monsieur
a reçu une bonne nouvelle? Et vous, monsieur Marambo? Oui, mon garçon, ai-je répondu. Le père Malouat recule devant le procès dont je le menace. Je recevrai demain mon argent. 5000 francs ne feront pas de mal dans la caisse d'un vieux garçon. Et ensuite, Denis, qu'a fait monsieur Marambo? Monsieur Marambo a souri et il est sorti dans son petit jardin où il s'est promené les mains derrière le dos en rêvassant. Monsieur Marambo, et qu'a fait Denis ce jour-là? Denis, tout le jour, a chanté comme un homme en joie des refrains et des rondes du pays. Il a montré même une activité inusitée, car il a nettoyé les carreaux de toute la maison, essuyant le verre avec ardeur en entendant à plein gosier ses couplets. J'ai été étonné. Je lui ai dit à plusieurs reprises, « Si tu travailles comme ça, mon garçon, tu ne garderas rien à faire pour demain. » Le lendemain, vers 9h du matin, le facteur a remis à Denis une lettre pour son maître. Monsieur Marambo s'est enfermé aussitôt dans sa chambre, jusqu'au milieu de l'après-midi. Quand il en est ressorti, il a confié à son domestique une enveloppe pour la poste. Elle était adressée à monsieur Malouat. C'était sans doute un reçu de l'argent. Denis ne lui a point posé de questions. La nuit est venue, monsieur Marambo, vous vous êtes couché à l'heure ordinaire et vous vous êtes endormi. J'ai été réveillé par un bruit. Je me suis assis aussitôt dans mon lit et j'ai écouté. Mais brusquement, la porte s'est ouverte et Denis est apparu sur le seuil, tenant une bougie d'une main. Dans l'autre, il tenait un couteau de cuisine. Il avait les gros yeux fixes, les lèvres et les joues contractées comme celles des gens qu'agite une horrible émotion, et si pâle qu'il semblait un revenant. Je l'ai cru devenu somnambule. Je me suis levé pour courir au-devant de lui quand il a soufflé la bougie en se ruant vers le lit. Monsieur Marambo tend les mains en avant pour recevoir le choc qui le renverse sur le dos. Et il cherche à saisir les mains de son domestique, qu'il pense maintenant atteint de folie, afin de parer les coups précipités qu'il lui porte. Il est atteint une première fois à l'épaule par le couteau, une seconde fois au front, une troisième fois à la poitrine. Des petits coups précipités, mais monsieur Marambo se débat éperdument, agitant ses mains dans l'obscurité, lançant aussi des coups de pied. Fort, des coups de pied forts. Et qu'est-ce qu'il a crié? Denis, tu es fou, voyons, Denis, tu es fou. Denis, tu es fou! Donc Denis, évidemment, s'acharne, frappe toujours, repoussé tantôt d'un coup de pied, tantôt d'un coup de poing, et revenant furieusement. J'ai été encore blessé 2 fois à la jambe et 1 fois au ventre. Et enfin, une pensée rapide lui traverse l'esprit, et il se met à crier. Monsieur Marambo, allez-y, vous avez crié. Fini donc, Denis, je n'ai pas reçu mon argent. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Je tangue. Tout me revient. J'étais couvert de sang. Des jets brûlants avaient éclaboussé le mur. Les draps, les rideaux, tout était rouge. Denis, sanglant aussi, des pieds à la tête, se tenait debout au milieu de la chambre. Quand j'ai vu cela, je me suis cru mort et j'ai fermé les yeux pour ne rien voir. Je me sentais faible, très faible, mais sans souffrance vive. Bien que j'éprouvais en divers points du corps une gêne sensible, comme des pincures, et je me sentais aussi glacé et tout mouillé et serré comme roulé dans des bandelettes. J'ai pensé que cette humidité venait du sang répandu et des frissons d'angoisse me secouaient à la pensée affreuse que ce liquide rougi sortit de mes veines et dont mon lit était couvert. Oui, Denis, il s'est sauvé probablement. J'entends pousser la porte de ma chambre. Mon cœur cesse presque de battre. C'est Denis qui vient m'achever, certainement. Je retiens ma respiration pour que l'assassin croie l'ouvrage terminé. Je sens qu'on relève mon drap, puis qu'on me palpe le ventre. Une douleur vive près de la hanche me fait tressaillir. On me lave maintenant, avec de l'eau fraîche, tout doucement. Donc, on a découvert le forfait et on me soigne. On me sauve. Une joie éperdue me saisit, mais par un geste de prudence, je n'ai pas voulu montrer que j'avais repris connaissance, et j'ai entrouvert un œil, un seul, avec les plus grandes précautions. Je reconnais Denis debout près de moi. Denis en personne, miséricorde, je referme mon œil avec précipitation. Denis, mais que veut-il? Quel projet affreux nourrit-il encore? Ce que je voulais? Le laver? Denis maintenant le soulevait et le ligaturait dans un linge.
Et puis il s'est mis à panser la plaie de la jambe avec soin, comme il avait appris à le faire quand son maître était pharmacien. Aucune hésitation n'était plus possible pour un homme du métier. Son domestique, après avoir voulu le tuer, essayait de le sauver. Monsieur Marambeau a ouvert les 2 yeux. Il n'y avait plus de traces de sang ni sur le lit, ni dans la chambre, ni sur l'assassin. Il était étendu en des draps bien blancs. On pourrait même se demander si tout cela a eu lieu. Tu as commis un grand crime. J'étais en train de le réparer, monsieur. Si vous ne m'aviez pas dénoncé, j'aurais continué à vous servir fidèlement comme par le passé. Eh bien, monsieur, aujourd'hui, comment vous trouvez-vous? Un peu mieux. Je te remercie, mon garçon. J'ai passé les nuits et les jours sans sommeil. Je n'ai point quitté la chambre du malade. Je lui ai préparé les drogues, les tisanes, les potions, lui tâtant le pouls, comptant anxieusement les pulsations, le maniant avec une habileté de garde-malade et un dévouement de fils. Jamais je n'avais été si bien soigné, si dorloté, si câliné. Si câliné. Il s'était dit tout d'abord, dès que je serai guéri, je me débarrasserai de ce garnement. C'est vrai, je l'avoue. Mais ensuite, j'ai songé que personne n'aurait pour moi autant d'égards et d'attention. Comme autrefois, quand il hésitait à acquérir quelques pharmacies plus importantes, il ne pouvait se décider à prendre une résolution. Il sera toujours temps, se disait-il. Avant tout parce que Denis continuait à se montrer un incomparable serviteur. Monsieur Marambeau était guéri, il le garda. Mais il a voulu vous tuer, monsieur Marambeau. C'est vous qui en faites toute une histoire. Parce que c'est une infraction officielle, monsieur Marambeau. Je viens de plaider la folie pour Denis. Le vol des 2 canards provient du même état mental que les 8 coups de couteau sur la personne de monsieur Marambeau. Cet état passager d'aliénation mentale céderait sans aucun doute à un traitement de quelques mois dans une excellente maison de santé. Depuis quelques mois? J'insiste encore sur le dévouement continu de cet honnête serviteur, sur les soins incomparables dont il a entouré son maître, blessé par lui dans une seconde d'égarement. Regardez. Regardez. Regardez, messieurs les jurés, regardez ces larmes. Qu'ai-je à dire maintenant pour mon client? Quel discours, quel argument, quel raisonnement vaudraient ces larmes de son maître? Elles parlent plus haut que moi, plus haut que la loi. Elles crient pardon pour l'insensé d'une heure. Elles implorent, elles absolvent, elles bénissent. Mais enfin, monsieur Marambeau, en admettant même que vous ayez considéré cet homme comme dément, cela n'explique pas que vous l'ayez gardé. Il n'en était pas moins dangereux. Que voulez-vous, monsieur le juge? On a tant de mal à trouver des domestiques par le temps qui court. Je n'aurais pas rencontré mieux. Denis est acquitté et mis aux frais de son maître dans un asile d'aliénés. Courage, monsieur Marambeau. Retroussez-vous les manches et faites enfin le ménage vous-même, jusqu'à ce que je revienne. Vraiment, je vous remercie, votre honneur. Oui, maître. Oui. Ce doit être un étrange et savoureux plaisir que de tuer. Pardon? D'avoir là devant soi l'être vivant, pensant, et de faire dedans un petit trou. Rien qu'un petit trou. Moi qui ai passé mon existence à juger, à condamner, à tuer par des paroles prononcées, à tuer par la guillotine, ceux qui avaient tué par le couteau, moi, si je faisais comme ces assassins que j'ai frappés, moi, là. Oh. Mais qu'ils sauraient. J'appelle l'affaire Hippolyte Lacour, sacristain et quincaillier, contre Madame Céleste Césarine Luneau, veuve d'Antime Isidore. Hippolyte Lacour, exposez votre réclamation. Voilà, monsieur le juge. Il y aura 9 mois à la Saint-Michel que Madame Luneau est venue me trouver un soir, comme j'avais sonné l'Angélus, et elle m'exposa sa situation par rapport à sa stérilité. Soyez plus explicite, je vous prie. Je m'éclaircis. Or, qu'elle voulait un enfant,
et qu'elle me demandait ma participation. Je n'ai pas fait de difficulté, et elle m'a promis 100 francs. La chose accordée et réglée, elle refuse aujourd'hui sa promesse. Je la réclame devant vous, monsieur le juge. Je ne vous comprends pas du tout. Vous dites qu'elle voulait un enfant, mais comment? Quel genre d'enfant? Un enfant pour l'adopter? Ah non, monsieur le juge, un œuf. Mais qu'entendez-vous par ces mots-là? Un œuf? J'entends un enfant à naître, que nous aurions ensemble, comme si nous étions mariés femmes. Oh, vous me surprenez infiniment. Bon, dans quel but pouvait-elle vous faire cette proposition anormale? Ah, monsieur le juge, moi non plus, le but ne m'est pas apparu au premier abord. Et j'étais aussi un peu intercepté. Comme je ne fais rien sans me rendre compte de tout, j'ai voulu me pénétrer de ses raisons. Et elle me les a énumérées. Or, son époux, Antime Isidore, était mort la semaine d'avant, avec tout son bien en retour à sa famille. Donc, la chose la contrariant, vu l'argent, elle s'en est allée trouver un législateur qui la renseignait sur le cas d'une naissance dans les 10 mois. Je veux dire que si elle accouchait dans les 10 mois après l'extinction de feu Antime Isidore, le produit était considéré comme légitime et donnait droit à l'héritage. Elle s'est résolue sur le champ à courir les conséquences et elle s'en est venue me trouver à la sortie de l'église, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, vu que je suis père légitime de 8 enfants, tous viables. Ah, vous êtes donc marié? Oui. Oui. Bon, allez, revenez au fait. J'y entre, monsieur le juge. Donc, elle m'a dit, si tu réussis, je te donnerai 100 francs dès que j'aurai fait constater la grossesse par le médecin. Or, je me suis mis en état, monsieur le juge, d'être à même de la satisfaire. Au bout de 6 semaines ou 2 mois, en effet, j'ai appris, avec satisfaction, la réussite. Mais, ayant demandé les 100 francs, elle me les a refusés. Je les ai réclamés, de nouveau, à diverses reprises, sans obtenir un radis. Elle m'a même traité de flibustier et d'impuissant, dont la preuve du contraire est de la regarder. Bon, qu'avez-vous à dire, femme Luneau? Vous arrivez à passer, là, avec votre ventre, pourvu que nous arrivions à la fin de ce procès avant l'accouchement. Je dis, monsieur le juge, que cet homme est un flibustier. Mais quelle preuve apportez-vous à l'appui de cette assertion? Quelle preuve? Quelle preuve? Mais j'en ai pas une de preuve, de vraie, de preuve que l'enfant n'est pas de lui. Non, pas à lui, monsieur le juge. J'en jure sur la tête de mon défunt mari, pas à lui. À qui est-il donc, dans ce cas? Mais je le sais, moi. Je le sais. À tout le monde, pardi. Tenez, v'là mes témoins, monsieur le juge, les v'là tous. Ils sont 6, tirez-leur des dépositions. Tirez-leur, ils répondront. Mais calmez-vous, madame Luneau, calmez-vous et répondez froidement. Quelle raison avez-vous de douter que cet homme soit le père de l'enfant que vous portez? Quelle raison? J'en ai 100 pour une, 200, 500, 10 000, 1 million et plus de raisons. Vu qu'après lui avoir fait la proposition que vous savez avec la promesse de 100 francs, j'ai appris qu'il était cocu. Sauf votre respect, monsieur le juge. Et que les siens n'étaient pas à lui, ses enfants. Pas à lui, pas un. C'est des menteries. Des menteries, si on peut dire. À preuve que sa femme s'est fait rencontrer par tout le monde, que je vous dis. Par tout le monde. Donc, la doutance m'étant venue sur ses capacités, je me dis, comme on dit, que 2 précautions valent mieux qu'une. Et j'ai compté mon affaire à Césaire-le-Pic, que voilà, mon témoin, qui me dit, à votre disposition, madame Luneau, et qui m'a prêté son concours dans le cas où Hippolyte aurait fait défaut. Mais vu qu'alors ça a été connu des autres témoins que je voulais me prémunir, il s'en est trouvé plus de 100 si j'avais voulu, monsieur le juge. Le grand que vous voyez là, celui qui s'appelle Lucas Chandelier, il m'a juré alors que j'avais tort de donner les 100 francs à Hippolyte Lacour, vu qu'il avait pas fait plus que les autres qui ne réclamaient rien. Fallait point me les promettre, alors. Moi, j'ai compté, monsieur le juge. Avec moi, pas d'erreur, hein. Chose promise, chose tenue. 100 francs 100 francs 100 francs pour ça, flibustier 100 francs? Ils m'ont rien demandé, rien de rien. Tiens, les v'là, ils sont 6. Tirez-leur des dépositions, monsieur le juge de paix. Ils répondront, pour sûr, ils répondront.
Guette-les donc, flibustier, s'ils te valent pas. Ils sont 6, j'en aurais eu 100, 200, 500, tant que j'aurais voulu pour rien, flibustier. Quand il y en aurait eu 100 000. Bah oui, 100 000 si j'avais voulu. Je n'en ai pas moins fait mon devoir. Ça ne change pas nos conventions. Eh ben, prouve-le que c'est toi. Prouve-le. Prouve-le, flibustier, je t'en défie. Oui, c'est peut-être pas plus moi qu'un autre. Ça n'empêche que vous m'avez promis 100 francs pour ma part. Il fallait pas vous adresser à tout le monde ensuite. Hein. Ça ne change rien. J'aurais bien fait tout seul. Bah, c'est pas vrai, flibustier. Interpellez mes témoins, monsieur le juge. Ils répondront pour sûr. Bon. Alors, Lucas Chandelier, avez-vous lieu de présumer que vous soyez le père de l'enfant que Madame Luneau porte dans son flanc? Oui, monsieur. Célestin Pierre Sidoine, avez-vous lieu de présumer que vous soyez le père de l'enfant que Madame Luneau porte dans son flanc? Oui, monsieur. Vous autres aussi? Oui, monsieur. Oui, monsieur le juge. Oui, monsieur le juge. Alors, attendu, premièrement, qu'Hippolyte Lacour a lieu de s'estimer le père de l'enfant que réclamait Madame Luneau, les nommés Lucas Chandelier, etc., ont des raisons analogues, sinon prépondérantes, de réclamer la même paternité. Deuxièmement, Madame Luneau avait primitivement invoqué l'assistance d'Hippolyte Lacour, moyennant une indemnité convenue et consentie de 100 francs. Troisièmement, bien qu'on puisse estimer entière la bonne foi de Monsieur Lacour, il est permis de contester son droit de s'engager d'une pareille façon, étant donné qu'il est marié et tenu par la loi à rester fidèle à son épouse légitime. Ah. Donc, la Cour condamne Madame Luneau à payer 25% de la somme initiale prévue de dommages et intérêts envers Monsieur Hippolyte Lacour pour perte de temps et détournement insolite. Bon. Dépêchons-nous, car Madame Luneau va donner naissance. Vous pouvez l'assister, s'il vous plaît. Vous ne voyez pas là? Merci. Moi, je dois sonner l'angéluque, Merci. monsieur le président. Merci. La tentation. La tentation est entrée en moi comme un ver qui rampe. Elle rampe. Elle va. Elle se promène dans mon corps entier, dans mon esprit, qui ne pense plus qu'à ceci, tuer. Il faut que je tue un homme. Il le faut. Au suivant. On a retrouvé le 27 octobre dernier, dans les roseaux, près de Chatou, 2 cadavres enlacés. La femme et l'homme, 2 mondains connus, riches, plutôt jeunes, et mariés seulement de l'année précédente, la femme n'étant veuve que depuis 3 ans. Abattus par balle alors qu'ils partaient de la fête de mariage d'une petite nièce. On ne leur connaissait point d'ennemis. Un jeune menuisier d'un village voisin, nommé Georges Louis, dit le bourgeois, est venu se constituer prisonnier. À toutes les interrogations, il n'a répondu que ceci. Je connaissais l'homme depuis 2 ans, la femme depuis 6 mois. Il venait souvent me faire réparer des meubles anciens parce que je suis habile dans le métier. Monsieur Georges Louis, vous êtes venu vous constituer prisonnier dans le meurtre de monsieur et madame de Hauteville. Pourquoi les avez-vous tués? Je vous écoute. Je les ai tués parce que j'ai voulu les tuer. Monsieur, il va falloir s'expliquer. Monsieur Georges Louis, la justice attend vos explications. Comment justifiez-vous votre acte? Votre honneur, monsieur Georges Louis n'a pas les moyens de s'offrir un avocat. Laissez-moi prendre la parole pour lui en tant que commise d'office. Cet événement m'a fortement impressionné, occupé mon esprit depuis. Cet homme est un enfant naturel, mis autrefois en nourrice dans le pays, puis abandonné. Il n'a pas d'autre nom que Georges Louis, mais comme en grandissant il est devenu singulièrement intelligent, avec des goûts et des délicatesses natives que n'avaient point ses camarades, on l'a surnommé le bourgeois et on ne l'a plus appelé autrement. Il passe pour remarquablement adroit dans le métier de menuisier qu'il a adopté. Il a même fait un peu de sculpture sur bois. On le dit aussi fort exalté, partisan des doctrines communistes et même nihiliste, grand liseur de romans d'aventure, de romans à drame sanglant,
Électeur influent et orateur habile dans les réunions publiques d'ouvriers ou de paysans. Comment peut-on admettre, en effet, que cet ouvrier eût tué ses meilleurs clients, des clients riches et généreux, il l'a reconnu lui-même, qui lui avaient fait faire depuis 2 ans pour 3000 francs de travail? Une seule explication se présente. La folie. L'idée fixe du déclassé qui se venge sur 2 bourgeois de tous les bourgeois. Votre honneur, je plaide la folie. Mon président, comme je ne veux pas aller dans une maison de fous et que je préfère même la guillotine, je vais tout vous dire. J'ai tué cet homme et cette femme parce qu'ils étaient mes parents. Écoutez-moi et jugez-moi. Une femme, ayant accouché d'un fils, l'envoya quelque part en nourrice. Se pose-t-elle seulement la question de savoir chez qui? La femme qui m'allaita fut honnête, plus femme, plus grande, plus mère que ma mère. Elle m'éleva. Elle eut tort en faisant son devoir. Il vaut mieux laisser périr ces misérables jetés au village des banlieues comme on jette une ordure aux bornes. Je grandis avec l'impression vague que je portais un déshonneur. Les autres enfants m'appelèrent un jour bâtard. Ils ne savaient pas ce que signifiait ce mot, entendu par l'un d'eux chez ses parents. Je l'ignorais aussi, mais je le sentis. J'étais, je puis le dire, un des plus intelligents de l'école. J'aurais été un honnête homme, mon président, peut-être un homme d'un métier supérieur, si mes parents n'avaient pas commis le crime de m'abandonner. Ce crime, c'est contre moi qu'ils l'ont commis. C'est moi, la victime. Eux, les coupables. J'étais sans défense, ils étaient sans pitié. Ils devaient m'aimer, ils m'ont rejeté. Moi, je leur devais la vie. Mais la vie, est-elle un présent? La mienne, en tout cas, n'était qu'un malheur. Après leur honteux abandon, je ne leur devais plus que la vengeance. Ils ont accompli contre moi l'acte le plus inhumain, le plus infâme, le plus monstrueux qu'on puisse accomplir contre un être. Un homme injurié frappe. Un homme volé reprend son bien par la force. Un homme trompé, joué, martyrisé, tue. Un homme souffleté, tue. Un homme déshonoré, tue. J'ai été plus volé, trompé, martyrisé, souffleté, moralement déshonoré que tous ceux dont vous absolvez la colère. Je me suis vengé. J'ai tué. C'était mon droit légitime. J'ai pris leur vie heureuse en échange de la vie horrible qu'ils m'avaient imposée. Vous allez parler de parricide. Étaient-ils mes parents? Ces gens pour qui j'étais un fardeau abominable, une terreur, une tache d'infamie, pour qui ma naissance fut une calamité et ma vie une menace de honte? Ils cherchaient un plaisir égoïste, ils ont eu un enfant imprévu, ils ont supprimé l'enfant. Mon tour est venu d'en faire autant pour eux. Et pourtant, dernièrement encore, j'étais prêt à les aimer. Voici 2 ans, je vous l'ai dit, que l'homme, mon père, entra chez moi pour la première fois. Je ne soupçonnais rien. Il me commanda 2 meubles. Il avait pris, je le sus plus tard, des renseignements auprès du curé, sous le sceau du secret, bien entendu. Il revint souvent. Il me faisait travailler et payait bien. Parfois même il me causait un peu de choses et d'autres. Je me sentais de l'affection pour lui. Au commencement de cette année, il emmena sa femme, ma mère. Quand elle entra, elle tremblait si fort que je la crus atteinte d'une maladie nerveuse. Puis elle demanda un siège et un verre d'eau. Elle ne dit rien. Elle regarda mes meubles d'un air fou et ne répondait que oui et non, à tort et à travers, à toutes les questions que lui posais. Je la crus un peu toquée. Elle revint le mois suivant. Elle était calme, maîtresse d'elle. Ils restèrent ce jour-là assez longtemps à bavarder et me firent une grosse commande. Je la revis encore 3 fois, sans rien deviner. Mais un jour, voilà qu'elle se mit à me parler de ma vie, de mon enfance,
De mes parents. Je répondis, mes parents, madame, étaient des misérables qui m'ont abandonné. Alors elle porta la main sur son cœur et tomba sans connaissance. Et j'ai pensé tout de suite, c'est ma mère. Mais je me gardais bien de laisser rien voir. Je voulais la regarder venir. Je pris de mon côté mes renseignements. J'appris qu'il n'était marié que du mois de juillet précédent, ma mère n'étant devenue veuve que depuis 3 ans. On avait bien chuchoté qu'il s'était aimé du vivant du premier mari, mais on n'en avait aucune preuve. C'était moi, la preuve. La preuve qu'on avait cachée d'abord, espéré détruire ensuite. J'ai attendu. Elle a reparu un soir, toujours accompagnée de mon père. Ce jour-là, elle semblait fort émue, je ne sais pourquoi. Puis, au moment de s'en aller, elle m'a dit « Je vous veux du bien. Parce que vous m'avez l'air d'un honnête garçon et d'un travailleur, vous penserez sans doute à vous marier quelque jour. Je viens vous aider à choisir librement la femme qui vous conviendra. Moi, j'ai été marié contre mon cœur une fois, et je sais comme on en souffre. Maintenant, je suis riche, sans enfant, libre, maîtresse de ma fortune. Voici votre dot. » Elle m'a tendu une grande enveloppe cachetée. Je l'ai regardée fixement, puis je lui ai dit « Vous êtes ma mère ?» Elle a reculé de 3 pas et elle s'est caché les yeux de la main pour ne plus me voir. Lui, l'homme, mon père, l'a soutenu dans ses bras. Il m'a crié « Mais vous êtes fou !» J'ai répondu « Pas du tout. Je sais bien que vous êtes mes parents. On ne me trompe pas ainsi. Avouez-le et je vous garderai le secret. Je ne vous en voudrai pas. Je resterai ce que je suis, un menuisier. » Il a reculé vers la sortie en soutenant toujours sa femme qui commençait à sangloter. J'ai couru fermer la porte, j'ai mis la clé dans ma poche et j'ai repris « Regardez-la donc, et mieux encore qu'elle soit ma mère. » Alors il est devenu très pâle, épouvanté par la pensée que le scandale évité jusqu'ici pouvait éclater soudain, que leur situation, leur renom, leur honneur seraient perdus d'un seul coup. Il balbutiait « Vous êtes une canaille qui voulait nous tirer de l'argent. Faites donc du bien au peuple, à ces manants-là, aidez-les, secourez-les. » Ma mère, éperdue, répétait coup sur coup « Allons-nous-en, allons-nous-en. » Alors, comme la porte était restée fermée, il a crié « Si vous ne m'ouvrez pas tout de suite, je vous fais flanquer en prison pour chantage et violence. » J'étais resté maître de moi. J'ai ouvert la porte et je les ai vus s'enfoncer dans l'ombre. Alors il m'a semblé tout d'un coup que je venais d'être fait orphelin, d'être abandonné, poussé au ruisseau. Une tristesse épouvantable mêlée de colère, de haine, de dégoût m'envahit. J'avais comme un soulèvement de tout mon être, un soulèvement de la justice, de la droiture, de l'honneur, de l'affection rejetée. Ils ont marché le long de la Seine. Je les ai suivis de loin et je les ai vus entrer dans une fête de mariage. Je ne sais plus combien de temps j'ai attendu, mais quand ils en sont ressortis, la nuit était devenue toute noire. J'allais à pas de loup sur l'herbe, de sorte qu'ils ne m'entendirent pas. Ma mère pleurait à nouveau. Mon père disait « C'est votre faute. Pourquoi avez-vous tenu à le voir? C'était une folie dans notre position. On aurait pu lui faire du bien, de loin, sans se montrer. Puisque nous ne pouvons le reconnaître, à quoi servaient toutes ces visites dangereuses? » Alors je me suis élancé devant eux, suppliant « Vous voyez bien que vous êtes mes parents. Vous m'avez déjà rejeté une fois. Me repousserez-vous encore? » Alors mon président, il a levé la main sur moi. Je vous le jure, sur l'honneur, sur la loi, sur la République. Il m'a frappé. Et comme je le saisissais au collet, il a tiré de sa poche un revolver. J'ai vu rouge. Je ne sais plus, j'avais mon compas dans la poche. Je l'ai frappé. Frappé tant que j'ai pu. Puis j'ai attrapé son revolver. Alors elle s'est mise à crier « Au secours! À l'assassin !» Il paraît que je l'ai tué aussi. Est-ce que je sais, moi, ce que j'ai fait à ce moment-là? C'est tout. Maintenant, jugez-moi. Si nous étions jurés, que ferions-nous de ce parricide? L'affaire est reportée à la session prochaine.
C'est fait. Comme c'est peu de choses. J'étais allé me promener dans le bois de Verne. Je ne pensais à rien, non, à rien. Voilà un enfant dans le chemin, un petit garçon qui mangeait une tartine de beurre. Il s'arrête pour me voir passer et dit « Bonjour, Monsieur le Président ». Et la pensée m'entre dans la tête « Si je le tuais ». Je réponds « Tu es seul, mon garçon ?»« Oui, monsieur. »« Tout seul dans le bois ?»« Oui, monsieur. » L'envie de le tuer me grisait comme de l'alcool. Je m'approchais tout doucement, persuadé qu'il allait s'enfuir, et voilà que je le saisis à la gorge. Je le serre de toute ma force. Il m'a regardé avec des yeux effrayants. Quels yeux! Tout ronds, profonds, limpides, terribles. Je n'ai jamais éprouvé une émotion si brutale, mais si courte. Il tenait mes poignets dans ses petites mains et son corps se tordait ainsi qu'une plume sur le feu, puis il n'a plus remué. Mon cœur battait. Ah, le cœur de l'oiseau. J'ai jeté le corps dans le fossé, puis de l'herbe par-dessus. Je suis rentré, j'ai bien dîné, comme c'est peu de choses. Le soir, j'étais très gai, léger, rajeuni. J'ai passé la soirée chez le préfet et on m'a trouvé spirituel. Mais je n'ai pas vu le sang. Bon, je suis tranquille. 30 août, on a découvert le cadavre. On cherche l'assassin. 1er septembre, on a arrêté 2 rôdeurs. Les preuves manquent. 2 septembre, les parents sont venus me voir. Ils ont pleuré. 6 octobre, on n'a rien découvert. Quelques vagabonds errants aura fait le coup. Oui. Si j'avais vu le sang couler, il me semble que je serais tranquille à présent. 10 octobre, l'envie de tuer me court dans les moelles. Cela est comparable au rage d'amour qui vous torture à 20 ans. 25 octobre. L'affaire du pêcheur soulève un grand bruit. On accuse du meurtre son neveu qui pêchait avec lui. Encore un. J'allais le long du fleuve après déjeuner. J'aperçus sous un saule un pêcheur endormi. Il était midi. Une bêche semblait tout exprès plantée dans un champ de pommes de terre voisin. Je la pris, je revins, je la levai comme une massue, et d'un seul coup, par le tranchant, je fendis la tête du pêcheur. Oh, il a saigné celui-là. Du sang rose, plein de cervelle. Cela coulait dans l'eau, tout doucement. Et je suis parti d'un pas grave. Si on m'avait vu, oh, j'aurais fait un excellent assassin. 26 octobre. Le juge d'instruction affirme que le neveu est coupable. Tout le monde le croit par la ville. 27 octobre. Le neveu se défend bien mal. Il était parti au village acheter du pain et du fromage, affirme-t-il. Il jure qu'on a tué son oncle pendant son absence. Mais qui le croirait? 28 octobre. Le neveu a failli avouer tant on lui a fait perdre la tête. Bon, oh la justice. 15 novembre. On a des preuves accablantes contre le neveu qui devait hériter de son oncle. J'ai présidé les assises. À mort, à mort, à mort. Je l'ai fait condamner à mort. L'avocat général a parlé comme un ange. Encore un. On l'a guillotiné ce matin. Il est très bien mort. Très bien. Cela m'a fait plaisir. Comme c'est beau de voir trancher la tête d'un homme. Le sang a jailli comme un flot. Comme un flot. Ah, si j'avais pu, j'aurais voulu me baigner dedans. Oh, si on savait. Maintenant, j'attendrai. Je puis attendre. Il faudrait si peu de choses pour me laisser surprendre. Le journal contenait encore beaucoup de pages, mais sans relater aucun crime nouveau. Cet homme est mort,
à l'âge de 82 ans, entouré d'hommages et poursuivi par les regrets de tout un peuple. Les médecins aliénistes à qui on a confié ce journal affirment qu'il existe dans le monde beaucoup de fous ignorés, aussi adroits et aussi redoutables que ce monstrueux dément.